Okay, great. Let us think together. Pensons ensemble. Homomilitarism, L'homomilitarisme, l'érotisme de la liberté, de l'empire et du tourisme à Guam et Hawaï. On July 20, Le 20 2009, juillet 2009, Senator le B.J. sénateur Cruz a rédigé 185 l'amendement 185 pour être pris en compte lors de la 30e session de la législature de Guam. En tant que supporter des Chamorros pour les droits des personnes du même sexe, le sénateur Cruz a rédigé l'amendement 185 pour donner aux partenaires de même sexe les mêmes avantages et les protections accordées aux citoyens mariés de Guam, un territoire des États-Unis avec une histoire de militarisme qui se poursuit à l'heure actuelle. Après plusieurs mois de débats, cependant, le corps législatif de Guam a refusé de passer l'amendement 185. Contrairement au cas d'Hawaï, où des précédents judiciaires pour les droits des personnes du même sexe émergent depuis les années 90. En tant que site lourdement militarisé, l'archipel hawaïen héberge plusieurs bases de l'armée, de la marine américaine. Et comme à Guam, ont soutenu les conflits américains à une échelle globale, de la Deuxième Guerre mondiale au Vietnam et même aujourd'hui jusqu'aux guerres d'Irak et d'Afghanistan. Les économies de ces îles dépendent également de l'industrie du tourisme. Mais contrairement aux efforts infructueux du sénateur Cruz, les militants pour les droits des personnes du même sexe à Hawaï ont réussi à faire passer l'amendement 232 le 16 février 2011, un amendement qui cherche à légaliser les unions civiles dans le 50e État. Comme l'a dit le gouverneur d'Hawaï, Neil Abercrombie, pour moi, cet amendement représente l'égalité des droits pour tous les gens d'Hawaï. De l'homonationalisme dans cette présentation, je propose des commentaires préliminaires sur l'affirmation des droits pour les personnes du même sexe à Guam et Hawaï, avec la suspension de la loi régulière, de la liberté de parole et d'autres droits pendant la guerre sur la terreur. Je demande si ces affirmations et ces suspensions sont d'un genre civil, ce que les spécialistes du droit appellent les droits de l'homme. Alors comment ces droits résonnent-ils avec les sexualités et les souverainetés chamorro et hawaïennes? Suite au 11 septembre, comment allons-nous appréhender de la même façon la reconsolidation des frontières américaines sur le corps géopolitique de la nation américaine et sur le corps sexuel de ses citoyens civils et sur le corps terrorisé de ses ennemis, ou en tout cas de ceux qui sont perçus en tant que tels? Comme l'ont dit Nico Beignet, Jasbir Puar et d'autres, comme ils nous le rappellent, ces questions favorisent la montée d'expressions populaires de l'homosexualité, où les sujets queer gagnent en attention publique comme des figures de vie et de productivité plutôt que des figures de mort et de maladie. Dans le contexte des États-Unis d'Amérique, Jasbir Puar décrit cela comme l'homonationalisme dans son livre Assemblage terroriste, Terrorist Assemblages. Comme une nouvelle forme de nationalisme américain, il y a au moins deux fonctions, en dépit de cette structure paradoxale, qui soutiennent la soi-disant guerre contre le terrorisme des États-Unis, non seulement au Moyen-Orient, mais ailleurs également dans des sites comme Guam et Hawaï.
l'homonationalisme en tant que discours positif de vie fait passer d'abord la liberté queer comme un discours blanc, un discours étatique. Mais sa deuxième fonction, c'est un discours de masculinité en échec et perverti. Alors le lien ici entre le mariage gay et la guerre contre la terreur est rendu explicite par la narration de la Nation, où d'un côté le mariage gay promet des débouchés positifs pour les communautés gays et une meilleure inclusion à la Nation. Et d'un autre côté, le mariage gay incite la terreur pour les communautés non gays, et particulièrement les organisations conservatives et les groupes religieux. Nombre d'entre eux réagissent de façon violente pour exclure les queers de l'État. En d'autres termes, l'hétéronormativité ou les narrations hétéronormatives, les discours dont Kalissa et Nico ont parlé et qu'ils ont expliqués en termes de sens et de substance, en d'autres termes, la narration US de l'hétéronormativité et l'homonormativité maintenant se rejoignent et deviennent co-constitutifs pour étendre le projet nationaliste et l'expansion impérialiste qui est endémique à la guerre contre le terrorisme. À Guam et Hawaï, l'érotisme de la liberté, de l'empire et du tourisme sont liés le long de l'axe de l'homonationalisme également. Mais de façon très complexe, où il y a des narrations en compétition, et notamment pour ce qui est du tourisme et de la présence militaire, avec des revendications diverses sur ces archipels. Par exemple, à Guam, il y a une majorité de population catholique native, et Hawaï a une démographie chrétienne beaucoup plus diverse, avec des baptistes, des catholiques, des méthodistes, des mormons, etc. Donc, les économies des îles sont dépendantes de l'industrie du tourisme et qui, en général, visent les couples hétérosexuels et les familles qui viennent du Japon, des États-Unis et peut-être un peu moins d'Europe. Et vous avez donc une inégalité socio-économique dans ces îles où il y a un écart grandissant entre la classe travailliste et la classe moyenne. Donc pour ce qui est de l'établissement du tourisme, ce qui est intéressant, c'est que la nation US à Guam et à Hawaï se tourne toujours vers la présence militaire et la protection qu'elle semble offrir aux citoyens et aux familles, la protection des frontières et de l'économie. Donc j'ai là, sur la gauche, c'est l'île de Guam, l'île sud de l'archipel des Mariannes. Et ça, c'est l'industrie du tourisme qui est dominée par les intérêts commerciaux japonais. Mais avant le tourisme, c'était une communauté qui vivait de la pêche. Et les gens pêchaient au filet. Mais ce qui est intéressant, et ce que je voudrais dire ici avant de passer à autre chose, c'est que, comme beaucoup d'endroits d'Océanie,
Ici, le tourisme est, dans de très nombreux cas, c'est les loisirs de la plage. Ça vient de la façon dont les militaires comprennent les loisirs sur Terre. Donc, c'était un club de la marine américaine avec une ségrégation très marquée. Donc, la marine, à l'époque, mettait des restrictions et les natifs ne pouvaient pas accéder à la plage. Donc les Américains blancs pouvaient jouer au volley sur la plage, mais les natifs ne pouvaient pas y aller. Et donc la distinction ici, je vous donne juste deux exemples de Guam et Hawaï, c'est très explicite, c'est très matériel. USS Arizona, Pearl Harbor, un site militaire avec des navires coulés. Et là, vous avez une brochure touristique qui guide les touristes sur la façon de regarder Hawaï et Pearl Harbor. Et Pualoa, en fait, Pearl Harbor, c'est un endroit pour les divinités où il y avait énormément de rituels avant l'établissement d'une base militaire américaine. Donc ici, à cause de ce nexus entre le militarisme et le tourisme, la critique Tiresia Tiaiwa a créé la phrase le militourisme. Militourisme. Donc cette formation genrée de pouvoir étatique. Donc, d'après elle, le militourisme est un phénomène par lequel les forces militaires ou paramilitaires assurent la bonne continuité de l'industrie touristique, et cette même industrie touristique masque la présence militaire qui est derrière. Je ferme la citation. Si on emploie l'image de la féminité, le militarisme dépeint les populations comme ayant besoin de protection et de sécurité. Et le tourisme je suis désolé, j'ai raté la fin. Donc le militourisme est une formation genrée de pouvoir par lequel le militarisme et le tourisme coïncident de façon à la fois productive et polluante. C'est un point qui a été repris par de nombreuses féministes. Et dans leurs critiques respectives de la patriarchie et de la violence du militarisme et du tourisme, donc ces auteurs, parmi d'autres, sont d'accord sur un point, c'est-à-dire que les constructions coloniales de féminité locale dans ces industries comprennent l'hétéronormativité comme un paradigme avant la guerre contre le terrorisme. Donc, suivant les contributions, je voudrais compliquer ces discussions sur l'érotisme de l'Empire en parlant d'un discours qui fait suite au 11 septembre et qui lie la liberté queer avec le tourisme de loisirs et la sécurité militaire à Guam et Hawaï comme naturelle et normale. Mais cette triangulation aide dans ce contexte océanien la présence américaine, mais ce n'est pas pour dire que ce discours que j'appelle homo-militarisme n'a aucune influence sur la pratique de la citoyenneté, de la loi et de la souveraineté dans ces îles et ailleurs. Et ça, c'est un point sur lequel nous pouvons revenir lors des questions, des implications nationales, transnationales sur ces problèmes. Mais pour l'homo-militarisme en tant que discours, pour fonctionner en tant qu'appareil légal de l'État américain, il doit effacer ou marginaliser les présences indigènes et les sexualités indigènes à Guam et Hawaï. De la même façon que la loi américaine cherche à conquérir la terre et les natifs, les populations. Donc ce n'est pas pour dire que l'homo-militarisme doit suivre une relation négative entre les queers et les natifs ou entre la loi et la terre. Mais c'est pourtant le cas aujourd'hui, comme on le voit à Guam et Hawaï, un cas qui demande à être expliqué. Donc le cas Baer contre Lewin et les unions civiles à Hawaï.
En 1993, le cas Baird contre Lewin de la Cour suprême américaine a débouté la revendication que la Constitution hawaïenne fournissait un droit fondamental au mariage de personnes du même sexe. Pourtant, le tribunal a noté que la loi exigeait que les partenaires conjugaux doivent être de sexe différent, et donc cela constituait une discrimination sexuelle. Donc, par le jeu des appels, du débat législatif et d'un référendum populaire, les décisions de la Cour ont perdu en appel en faveur de l'affirmation de la définition traditionnelle du mariage entre un homme et une femme, donc une opinion d'abord soutenue par la loi sur la défense du mariage du gouvernement américain. Et malgré cela, Hawaï a créé la catégorie juridique de bénéficiaires réciproques qui permet aux partenaires de même sexe d'avoir certains, mais pas tous les droits des citoyens mariés. Et je parle par exemple les assurances de santé, le droit à l'héritage quand quelqu'un meurt, et l'adoption également. Donc c'est ce que la loi entend en Amérique par bénéficiaires réciproques. Et d'autres États, en dehors des États-Unis, suivent cette loi. Donc depuis le passage de cet amendement, la catégorie juridique de bénéficiaires réciproques a été remplacée par les unions civiles. Et je cite, « Les partenaires dans une union civile, comme on le comprend dans ce chapitre, doivent avoir les mêmes droits, les mêmes avantages, protections et responsabilités sous la loi, accordés à ceux qui obtiennent une licence, un contrat de mariage. » Sur les questions de divorce et de séparation, cependant, le personnel militaire est exempté de la juridiction de tribunal familial. Et l'amendement va plus loin en disant une personne qui réside sur une base militaire ou fédérale, une installation ou une réserve dans l'État ou qui peut être présent dans l'État sous des ordres militaires ne doit pas être empêché de satisfaire aux exigences de cette section. Et donc cette exemption peut être vue comme quelque chose d'assez trivial, donc une facilité accordée au personnel militaire. Ça valorise le travail militaire et normalise la militarisation d'Hawaï qui se poursuit. Alors, si on prend l'exemple de Jeff Brown, un capitaine à la réserve de l'armée américaine, qui a voté pour soutenir cet amendement et qui a témoigné en disant « Même l'armée militaire et le président Obama soutiennent maintenant le fait que les gays et lesbiennes puissent s'engager dans l'armée. Et donc, ils sont postés parfois à Hawaï, donc nous devons les soutenir, eux et leurs familles, en passant cet amendement. » Et vous voyez ici une photo de la signature de l'amendement 232 à Hawaï. Donc c'est le gouverneur Abercrombie qui est en train de signer cet amendement, l'adoption de l'amendement. Donc cet amendement 232 permet aux couples de même sexe d'une union civile depuis 2012. Et vous avez donc nombreuses organisations gays et lesbiennes qui disent que cet événement est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, il y a un membre d'une organisation hawaïenne qui disait « Les gens reconnaissent les unions de personnes du même sexe comme un problème de droit civil. » Et d'autres ont dit « Gays, straight, noirs, blancs, nous voulons tous des droits civils. » Et j'ai ici à ma gauche des exemples de représentation civile, de manifestations.
Blake Oshiro, le chef de cabinet du gouverneur d'Hawaï, a longtemps soutenu ces initiatives et a bien résumé la position des unions civiles à Hawaï, un État dont la constitution locale, contrairement à la constitution fédérale américaine, élève et garantit la protection de ses citoyens contre la discrimination basée sur des questions de race, de religion ou de sexe. Et donc c'est très important, c'est uniquement à Hawaï, c'est le seul État dont la constitution locale élève le genre et le sexe à une catégorie juridique importante. Ce n'est pas dans la constitution américaine, ce n'est pas il n'y a pas de précédent aux États-Unis, mais à Hawaï, ils sont traités comme une catégorie importante. Donc, comme le dit Oshiro, ce que ça veut dire, c'est que on donne au sexe la plus haute protection juridique. Quand il y a des arguments juridiques pour des lois discriminatoires, comme l'interdiction du mariage des personnes du même sexe, la loi doit avancer un cas pour le faire arrêter. Donc depuis 1993, les églises mormones et catholiques ont organisé pour les relations un compelling state interest, qui veut dire les dangers perçus pour les enfants des couples gays et lesbiens. Voilà, c'est ce qu'ils mettent sur la table juridique pour cette expression de compelling state interest, parce que ces unions, à chaque étape de ces débats, on va de plus en plus vers l'égalité pour les personnes du même sexe. Et ça ne représente pas un compelling state interest. En outre, ça a aidé à encourager le secteur privé d'Hawaï pour souligner ce que Peter Jackson décrit comme la prolifération de culture queer et d'identité queer pour le marketing global, par exemple les villes queer, la littérature queer, les parades, etc. Et donc ici à Hawaï, Michael Person explique: les statistiques sont là pour montrer que les communautés gays et lesbiennes sont des voyageurs fréquents et que Hawaï est l'une de leurs destinations préférées. Fin de la citation. Il y a eu plusieurs études, des études économiques à Hawaï et même à UCLA qui projettent 660 milliards de revenus pour Hawaï pour les destinations du tourisme gay et lesbien. Donc Hawaï aura une part de ce... Donc l'amendement 232 et l'échec des partenariats domestiques à Guam. Comme à Hawaï, il y a eu les mêmes problèmes à Guam qu'à Hawaï, et un supporter des unions de personnes du même sexe a essayé de faire passer un amendement de même type, et ce discours d'homonationalisme en tant que positif, et les colonies se parlent, échangent à travers l'activisme, à travers la guerre, à travers la religion. Et il dit ici, par rapport à cet amendement 232 à Hawaï, donc c'est un présage de changement social. Et si on examine les bouleversements sociaux aux États-Unis au cours des décennies précédentes, que ce soit une question d'égalité de genre, ou d'égalité raciale, de préférence sexuelle et d'égalité, l'armée a toujours ouvert la voie. Donc si on reconnaît, et là il parle d'encourager la population de Guam à s'engager sur ces débats sur les unions de personnes du même sexe dans les îles, mais quelqu'un d'autre disait
Oui, veuillez m'excuser. Guam, comme Hawaï, est de plus en plus présenté comme une île accueillante pour le tourisme gay. Donc, il n'y a pas de crime de haine, il n'y a pas d'homophobie, et protégé des ennemis perçus de la nation américaine. Donc, à ma connaissance, Guam n'a aucun crime de violence à l'encontre des homosexuels. Donc les gens de Chamorro sont absolument amicaux, ils vous nourrissent, on peut venir avec son partenaire, marcher dans la rue, personne ne va vous taper dessus. Donc ça a toujours été présenté comme un environnement très sûr pour le tourisme gay et lesbien. Je vais avancer parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Et je veux amener la discussion vers le sénateur Cruz, l'auteur de cet amendement à Guam. Et ils utilisent le terme partenariat domestique à Guam. Et le sénateur utilise ce terme, partenariat domestique, parce qu'il sait... Il connaît bien l'Église catholique, il va à l'Église, il est engagé dans la... Et il dit, je ne veux pas créer de problèmes avec les catholiques, donc je ne peux pas parler de mariage, j'utilise le terme partenariat domestique. Et donc, ici, il cite... Par rapport à son activisme, il dit, si on regarde l'histoire, on ne peut pas permettre la tyrannie de la majorité de dicter et de dénier les droits civils de la minorité. Si nous devons tout faire par référendum ou par consensus populaire, nous aurions toujours des esclaves aux États-Unis et les femmes ne seraient pas autorisées à voter. Donc on a écrit beaucoup sur le fait qu'on confond les droits en termes de race et de sexualité dans la loi américaine, et il y a une tendance à confondre, à mélanger les deux mouvements et les deux formes de racisme. Mais pour le sénateur Cruz, il n'était pas inquiet pour le militarisme et ce qui se passait sur le continent américain. Lui, il cherchait à protéger les enfants de l'abus et pour rendre responsable l'Église catholique sur l'île, qui était elle-même responsable de certains abus. Donc là, j'ai une diapo qui vous montre un débat à propos de l'amendement 185, des débats séculaires et religieux à travers toute l'île. Mais je voudrais conclure en rendant plus explicite le lien entre l'Empire, la liberté et le tourisme. Et une des réponses qui explique l'homophobie, le racisme et la guerre sur la terreur, c'est quelque chose qui est exprimé par l'archevêque, qui dit, l'archevêque Sablan, qui dit « les fondamentalistes islamiques understand bien les dommages infligés par les comportements homosexuels et c'est pour cela que ces comportements sont punis par la peine de mort. » Et voilà, c'est l'archevêque Apron de Guam qui dit « ça n'a aucun sens pour le gouvernement américain d'envoyer nos garçons se battre contre Al-Qaïda et les talibans en Afghanistan, tout en acceptant l'amendement 185. Donc, étant donné les revendications racistes de la lettre de l'archevêque, il y a eu une série de débats publics pour savoir qui dicte les termes par lesquels les corps sexués sont rendus publiquement compréhensibles et lisibles dans cette colonie américaine. Et en fin de compte, pour finir, l'archevêque s'est excusé pour ce qu'il a dit, pour ses remarques, mais ça illustre bien ce qu'on appelle les vues des institutions catholiques et des gens de l'île, des vues très conservatives, qui sont renseignées par les efforts du sénateur Cruz et de ceux qui vivent selon
le tourisme, le loisir et le militarisme. Donc je voudrais conclure en disant que ça implique l'articulation des libertés queer et ça permet le succès ou l'échec des unions de personnes du même sexe dans ces îles et ailleurs. Ces éléments les plus productifs ne peuvent être soulignés assez, et là je parle de l'assurance sur la santé et tous les avantages qui viennent avec le fait de vivre en partenariat, parce que ni Guam ni Hawaï n'existent en tant qu'États post-coloniaux. L'homomilitarisme coïncide avec l'érotisme de la liberté queer et du militarisme américain pour exploiter les terres et marginaliser les sexualités indigènes et dépolitiser les souverainetés indigènes. Et je pense à Randall Williams ici, dans son livre Human Rights and Its Violence, où il dit à propos des discours sur les droits de l'homme, les discours sur les droits de l'homme ne sont pas déterminants par rapport à la répression, mais le point sur lequel les contrôles sociaux sont reconfigurés from those who fall on the other side of the new class, and I might add, sexual apartheid. Thank you.